Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi. Philippe Goldin est l'un des neuroscientifiques les plus ouverts que vous puissiez rencontrer. Je ne suis pas en train de dire que les intellos du cerveau ne sont pas sympathiques, mais la plupart ne serrent pas dans les bras avec chaleur celui ou celle qu'ils croisent dans le laboratoire. Goldin dirige le Clinically Applied Affective Neuroscience Laboratory de l'université de Stanford, qui est une façon compliquée de dire ce qu'il utilise, ce qu'il connaît sur le cerveau pour aider des gens qui souffrent de dépression et d'anxiété sociale en particulier. On pourrait croire qu'il est la dernière personne au monde à pouvoir s'intéresser aux troubles de l'anxiété sociale, une forme invalidante de timidité, mais il s'est fait un nom à essayer de comprendre et de traiter ce trouble. Les personnes qui s'inscrivent à ces études ne sont pas juste un petit peu nerveuses dans les situations sociales. La simple pensée de parler à des étrangers peut déclencher une attaque de panique. Vous savez, ce cauchemar au cours duquel vous vous rendez compte que vous êtes tout nu et que tout le monde vous montre du doigt et se tord de rire. Eh bien, les gens qui souffrent de troubles de l'anxiété sociale ont l'impression de vivre ce cauchemar 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils ont une peur constante de se mettre dans une situation embarrassante ou d'être jugés par les autres, et ils sont généralement leurs propres détracteurs les plus terribles. Ils souffrent souvent de dépression. La plupart évitent les situations, soirées, bains de foule, prises de parole en public, qui vont déclencher leur anxiété et leur doute d'eux-mêmes. Résultat, leur vie se rétrécit de plus en plus, et même les choses que la plupart des gens considèrent comme normales, assister à une réunion de travail, passer un coup de téléphone, peuvent prendre des proportions accablantes. Goldin étudie ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui souffrent d'anxiété sociale lorsqu'elles éprouvent de l'inquiétude. Il a découvert que ces gens ont plus de mal à contrôler leurs pensées qu'une personne lambda, et cela se voit au niveau de leur cerveau. Quand ils sont confrontés à une inquiétude, par exemple quand ils imaginent être critiqués, leur centre de stress surréagit. Quand Goldin leur demande de penser à autre chose, leur système de contrôle de l'attention est sous-activé. Pour reprendre la théorie du contrôle de la pensée de Wegener, c'est comme si leur opérateur était épuisé et ne pouvait pas éloigner le cerveau de la source d'inquiétude. Cela expliquerait pourquoi les gens qui souffrent de troubles anxieux sont tellement consumés par leur peur. En effet, leurs tentatives de repousser leurs pensées sont particulièrement inefficaces. La thérapie traditionnelle pour combattre le trouble de l'anxiété sociale tourne autour de l'idée de mettre au défi des pensées comme « il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi » pour se débarrasser de l'anxiété. Cela n'a de sens que si vous croyez qu'essayer de ne pas penser à quelque chose marche. L'approche de Goldin est totalement différente. Il apprend à ceux qui souffrent du trouble de l'anxiété sociale à observer et à accepter leurs pensées et leurs sentiments, même les plus effrayants. Le but n'est pas qu'ils se débarrassent de leur anxiété et de leurs doutes d'eux-mêmes, mais qu'ils développent une confiance dans le fait qu'ils sont capables de faire face à ces pensées et à ces sentiments difficiles. S'ils apprennent qu'il n'y a pas d'expérience intérieure dont il faut qu'ils se protègent, ils peuvent trouver plus de liberté dans le monde extérieur. Quand une inquiétude surgit, Goldin intime à ces personnes souffrant d'anxiété de prêter attention à leurs pensées, de ressentir l'anxiété à l'intérieur de leur corps, puis de se concentrer sur leur respiration. Si l'anxiété persiste, il les encourage à imaginer leurs pensées et leurs émotions s'évaporer avec leur respiration. Il leur apprend que s'ils ne luttent pas contre l'anxiété, celle-ci passera naturellement son chemin. Goldin étant un neuroscientifique, il veut tout particulièrement savoir si et comment cette approche modifie le cerveau. Avant et après son intervention, il fait passer une IRM, entre parenthèses, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, à ces anxieux pathologiques pour voir ce qui se passe dans leur cerveau lorsqu'ils sont inquiets. Ces sessions d'imagerie cérébrale pourraient déclencher anxiété et claustrophobie chez les gens les plus sereins. Ces sujets sont contraints de rester allongés sur le dos, immobiles et la tête maintenue par le scanner. Ils doivent serrer les mâchoires sur de la cire dentaire pour ne pas bouger ni parler. La machine autour de leur tête fait un bruit métallique régulier qui évoque un marteau-piqueur. Et comme si ce n'était pas assez, on leur demande de réfléchir à différentes assertions négatives à leur sujet qui apparaissent sur un écran devant leur visage. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, ou encore, les gens me trouvent bizarre, ou encore, j'ai quelque chose qui ne tourne pas rond. Pendant que ces anxieux pathologiques réfléchissent à ces assertions, Goldin observe l'activité de leur cerveau au niveau de 2 régions. Un réseau associé à la compréhension de l'écrit, qui révèle à quel point le patient réfléchit à chaque énoncé, et le centre du stress, qui révèle à quel point le patient panique. Quand il a comparé le scan de chaque personne avant et après la formation qu'il leur avait enseignée, il a découvert un changement intrigant. Après son intervention, il y avait beaucoup plus d'activité dans le réseau du cerveau associé au traitement des informations visuelles.
Les personnes souffrant d'anxiété prêtaient plus attention aux énoncés d'autocritique qu'avant la formation. La plupart d'entre vous penseront sans doute à un échec total. À cette différence près, il y avait une baisse importante de l'activité du centre du stress. Même si ces anxieux pathologiques consacraient toute leur attention aux pensées négatives, ils étaient moins contrariés par ces pensées. Ce changement au niveau de leur cerveau a apporté de grosses améliorations pour le quotidien. Après l'intervention, les participants se sentaient globalement moins anxieux et ils passaient moins de temps à se critiquer et à se faire du souci. Une fois qu'ils ont cessé de lutter contre leurs pensées et leurs émotions, ils ont trouvé plus de liberté par rapport à elles. Expérience de volonté. Sentez ce que vous ressentez, mais ne croyez pas tout ce que vous pensez. Quand une pensée perturbante vous vient à l'esprit, essayez la technique que Goldin apprend à ces sujets. Au lieu de tenter instantanément de vous en distraire, prenez le temps de remarquer cette pensée. Souvent, nos pensées les plus perturbantes sont familières. La même inquiétude, la même autocritique et le même souvenir. Et si ça se passe mal? Ou encore, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça, je suis tellement bête. Ou alors, si seulement c'était pas arrivé, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Ces pensées surgissent comme un air de chanson dont on n'arrive plus à se défaire. Elles semblent ne venir de nulle part, mais une fois qu'elles sont là, il est impossible de s'en débarrasser. Commencez par remarquer si cette pensée perturbante est une vieille rengaine familière. C'est le premier signe qui vous permette de comprendre que ce n'est pas une information capitale que vous devez croire. Concentrez-vous ensuite sur ce que vous ressentez dans votre corps. Remarquez si vous avez la moindre tension, ou des changements de votre rythme cardiaque ou de votre respiration. Remarquez si vous ressentez quelque chose au niveau du ventre, de la poitrine, de la gorge ou tout autre endroit dans votre corps. Une fois que vous avez observé la pensée et les sensations, concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez ce que cela fait d'inspirer et d'expirer. Parfois, la pensée et les sensations perturbantes se dissipent naturellement lorsque vous faites cela. D'autres fois, elles continueront à perturber l'attention que vous voulez porter à votre respiration. Si c'est le cas, imaginez la pensée et les sensations comme des nuages qui passent à travers votre cerveau et votre esprit. Continuez à respirer et imaginez les nuages se dissiper ou passer leur chemin. Imaginez votre respiration comme si c'était le vent qui dissipe et déplace les nuages sans effort. Vous n'avez pas besoin de faire partir la pensée. Restez simplement avec la sensation de votre respiration. Remarquez bien que cette technique n'a rien à voir avec croire ou ruminer une pensée. L'inverse de la suppression de pensée est l'acceptation de la présence de la pensée, pas le fait de la croire. Vous acceptez que les pensées vont et viennent, et que vous ne pouvez pas toujours contrôler les pensées qui vous viennent à l'esprit. Vous n'avez pas à accepter automatiquement le contenu de la pensée. En d'autres termes, vous pouvez vous dire « Ah là 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 là, voilà encore cette pensée qui revient, ce sont les soucis ». C'est simplement comme ça que fonctionne l'esprit, et ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Bon je suppose que c'est vrai, je suis une personne horrible et des choses horribles vont m'arriver, et je suppose qu'il faut que je l'accepte ». Cette même pratique peut être utilisée pour n'importe quelle pensée préoccupante ou émotion perturbante comme la colère, la jalousie, l'anxiété ou la honte. Après avoir essayé cette technique plusieurs fois, comparez-la avec les résultats que vous obtenez quand vous essayez de repousser des pensées ou des émotions. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous donner la paix de l'esprit? Une fille fait la paix avec sa colère. Valérie était épuisée par les événements de l'année précédente. Plusieurs années auparavant, sa mère avait été diagnostiquée comme souffrant des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, mais les choses avaient empiré. La perte de mémoire de sa mère s'était accentuée et elle n'était plus capable de rester seule à la maison pendant que Valérie travaillait. Après consultation de sa famille, Valérie avait pris la décision de placer sa mère dans une institution spécialisée. Même si l'équipe médicale était toujours disponible, Valérie considérait qu'elle avait toujours la responsabilité de rendre visite à sa mère quotidiennement et de superviser les soins médicaux que celle-ci recevait. Ses frères et sœurs n'habitaient pas aussi près de l'institution et son père était décédé. C'était donc elle qui se retrouvait avec la charge de tout cela. Toute cette situation mettait Valérie en colère. Colère de perdre sa mère de cette maladie et colère de devoir faire face à tout cela toute seule. Même les visites lui apportaient de la frustration et la mémoire de sa mère devenait imprévisible. Pour couronner le tout, elle se sentait coupable d'être en colère. Pour supporter son épuisement, sa colère et sa culpabilité, elle avait pris l'habitude de trouver un peu de réconfort en s'arrêtant tous les jours au supermarché quand elle revenait de l'institution. Elle faisait le plein de cupcakes, de donuts et de tout ce qui lui paraissait appétissant au rayon boulangerie et elle les mangeait dans sa voiture sur le parking.
Elle s'était dit qu'elle méritait tout cela et que c'était bien le minimum compte tenu de ce qu'elle était obligée de subir. Mais en fait, elle essayait de noyer ses sentiments avant de rentrer chez elle. Valérie craignait, si elle n'essayait pas de repousser ses sentiments à la fin de chacune de ses visites, d'être complètement ensevelie par eux. Si elle se laissait aller à ses émotions, elle ne réussirait peut-être pas à s'en extirper. Et pourtant, ces émotions commençaient déjà à la submerger. Alors Valérie a commencé à pratiquer la respiration et à visualiser l'image des nuages après chaque visite à sa mère sur un banc à l'extérieur de l'institution. Elle a accepté de ressentir le poids et l'épaisseur de la culpabilité et la tension de la colère. Puis elle s'est représentée sa respiration comme un vent qui pourrait souffler à travers ces nuages noirs. Puis elle a imaginé ses sentiments devenir moins denses, moins suffocants. Alors que la culpabilité et la colère se dissipaient, le chagrin faisait souvent son apparition. Et c'était un sentiment qui ne partait pas avec la respiration. Mais Valérie s'est rendue compte que lorsqu'elle se permettait de ressentir le chagrin, elle n'avait pas réellement envie de le repousser. Elle avait de la place pour le chagrin. Avec le temps, le rituel du supermarché a perdu de son attrait et il a été remplacé par l'envie de vivre chaque moment de la journée les sentiments qui se manifestaient. Valérie a même été capable de ressentir cette même envie lors de ses visites à sa mère, se laissant aller à la frustration plutôt que de se dire qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère vis-à-vis de sa mère. Cela ne changeait évidemment pas la situation, mais cela allégeait un peu son stress. Quand elle n'essayait pas de se débarrasser de ses sentiments, elle était plus à même de s'occuper à la fois de sa mère et d'elle-même. Essayer d'échapper à des sentiments non désirés mène souvent à un comportement autodestructeur. En réalité, celui qui repousse ce qu'il a à faire cherche à éviter l'anxiété. Par exemple, le buveur cherche à ne pas se sentir seul. Pour votre défi de volonté, voyez s'il y a un sentiment que vous essayez de ne pas ressentir. Que se passerait-il si vous vous donniez l'autorisation de le ressentir en utilisant la respiration et l'image des nuages ? Ne mange pas la pomme. James Erskine, psychologue de l'université de Saint-Georges de Londres, est fasciné par la recherche de Wegener sur les ours blancs. Mais il croit que la suppression de pensée ne nous amène pas seulement à penser quelque chose, elle nous pousse à faire précisément la chose à laquelle nous essayons de ne pas penser. Depuis longtemps, il est fasciné par la tendance des gens à faire exactement le contraire de ce qu'ils veulent faire, y compris lui-même, bien que l'intrépide auteur que je suis n'ait pas réussi à soutirer le moindre détail à Erskine. Son écrivain préféré est Dostoïevski, dont les personnages font régulièrement le vœu de ne pas faire quelque chose pour se retrouver quelques pages plus loin à faire précisément cette chose-là. Certes, les personnages de Dostoïevski ont plus tendance à être tiraillés par la pulsion de tuer que par le désir de prendre un dessert. Cela dit, Erskine soupçonne que ce processus de rebond ironique se cache derrière n'importe quel comportement d'auto-sabotage. Que ce soit lorsqu'on fait une entorse à un régime, qu'on fume, qu'on boit, qu'on joue de l'argent ou qu'on a une relation sexuelle. Sous-entendu, avec quelqu'un avec qui on n'est pas censé échanger notre ADN. C'est avec l'une des substances les plus tendances du monde, le chocolat, qu'Erskine a d'abord démontré à quel point la suppression de pensée peut être dangereuse pour le self-control. Pour apprécier la quasi-universalité du goût du chocolat, considérez ceci. Pour une étude destinée à examiner les différences entre les gens qui feraient n'importe quoi pour du chocolat et les autres, les chercheurs ont mis 1 an à trouver simplement 11 hommes qui n'aimaient pas le chocolat. Erskine a invité des femmes à venir dans son laboratoire pour tester 2 sortes de chocolats similaires. Avant que les chocolats ne soient apportés dans la salle, il a demandé aux participantes de penser tout haut pendant 5 minutes. Il a donné à quelques femmes la consigne d'exprimer toute pensée relative au chocolat et à d'autres de supprimer toute pensée relative au chocolat. À titre de comparaison, 1/3 des femmes n'ont reçu aucune instruction particulière concernant le contrôle de leurs pensées. Au début, la suppression de pensée a semblé marcher. Les femmes qui essayaient de ne pas penser au chocolat parlaient effectivement moins de chocolat. Seulement 9 pensées en moyenne pour le chocolat d'après une étude. Contre 52 pour les femmes à qui l'on avait demandé d'exprimer toute pensée relative au chocolat. Mais toute personne en faveur de la suppression ne devrait pas crier victoire trop vite. La vraie mesure de la réussite est le test de goût. L'expérimentateur a ensuite présenté à chaque femme 2 bols contenant 20 chocolats emballés individuellement. Il les a ensuite laissés dans la salle avec un questionnaire à remplir sur les chocolats et pour lequel elles pouvaient manger autant de chocolat qu'elles le jugeaient nécessaire. Dans chaque étude, le résultat a été les mêmes. Les femmes ont mangé presque 2 fois plus de chocolat si elles avaient essayé de ne pas penser au chocolat avant le test de goût. Et celles qui étaient au régime ont eu le plus grand rebond, ce qui révèle que les gens qui ont le plus tendance à utiliser la suppression de pensée comme stratégie de défense contre une tentation sont les plus vulnérables à ces effets non désirés.
En 2010, une étude a montré que les personnes qui font un régime ont bien plus tendance que les personnes qui n'en font pas à essayer de supprimer les pensées liées à la nourriture. Et, comme l'auraient prédit les ours blancs de Wegener, les personnes qui suppriment les pensées liées à la nourriture sont celles qui ont le moins de contrôle quand il s'agit de manger. Leurs fringales sont plus violentes et elles ont plus de risques de se goinfrer que les personnes qui n'essaient pas de contrôler leurs pensées. Le problème quand on suit un régime, bien que suivre un régime soit un passe-temps américain de longue date, quand le but est de perdre du poids, c'est n'importe quoi. En 2007, un bilan de toutes les recherches faites sur les régimes visant à réduire l'alimentation ou les calories a déclaré qu'il n'y avait quasiment pas de preuves que ceci apporte une perte de poids ou des bénéfices pour la santé. En revanche, affirmait-il, il y avait de plus en plus de preuves que les régimes sont néfastes. La grande majorité de gens qui ont suivi un régime non seulement reprennent le poids qu'ils ont perdu, mais en reprennent encore plus. En fait, suivre un régime est plus efficace pour prendre du poids que pour en perdre. Avec le temps, les gens qui suivent un régime prennent plus de poids que ceux qui avaient le même poids initial mais n'ont jamais fait de régime. Plusieurs études menées sur le long terme ont montré que les régimes en yo-yo font monter la pression artérielle et le taux de mauvais cholestérol, suppriment le système immunitaire et augmentent le risque de crise cardiaque, d'AVC, de diabète et de mortalité toutes causes confondues. Et de plus, si vous vous souvenez, suivre un régime augmente aussi votre risque de tromper votre conjoint, quoique cela ne figurera pas dans la liste des effets secondaires mentionnés sur votre contrat de Jenny Craig. Jenny Craig est une société qui propose un programme de régime avec conseils et soutien hebdomadaire à des personnes désireuses de perdre du poids. De nombreux chercheurs, comme Erskine, en sont arrivés à la conclusion que ce qui rend les régimes inefficaces est précisément ce que les gens pensent être la chose la plus efficace, à savoir bannir les aliments qui font grossir. Depuis le tout premier fruit défendu, l'interdiction a entraîné des problèmes et la science aujourd'hui confirme que si vous restreignez la consommation d'un aliment, cela génère automatiquement une envie folle de manger cet aliment. Par exemple, des femmes à qui l'on a demandé de ne pas manger de chocolat pendant une semaine ressentent une plus grande envie de chocolat et mangent 2 fois plus de glaces, de cookies et de gâteaux au chocolat au cours d'un test de goût que les femmes qui ne s'en étaient pas privées. Cela n'est pas dû au fait que le cerveau et le corps se rendent tout à coup compte qu'ils ne peuvent se passer des acides aminés et des micronutriments présents dans la crème glacée aux cookies et pépites de chocolat. Si les envies irrésistibles fonctionnaient ainsi, des millions d'Américains mourraient d'envie de fruits ou de légumes frais. Non. Le rebond est plus psychologique que physiologique. Plus vous essayez d'éviter un aliment, plus votre esprit sera préoccupé par cet aliment. Erskine souligne que beaucoup de gens au régime pensent à tort que la suppression de pensée marche parce qu'ils ont souvent l'impression de réussir, du moins au début, à se débarrasser de leurs pensées liées à la nourriture. Il n'y a pas qu'eux qui peuvent se convaincre que la suppression de pensée marche. On est tous sujets à cette illusion. Du fait qu'il est possible de repousser temporairement une pensée, nous supposons que la stratégie en elle-même est fondamentalement bonne. Lorsque, au bout d'un moment, nous n'arrivons plus à contrôler nos pensées et notre comportement, nous interprétons cela comme la preuve que nous n'avons pas essayé de supprimer ces pensées, et non que la suppression ne marche pas. Cela nous mène à essayer encore plus, ce qui nous promet un rebond encore plus fort. Sous le microscope, qu'y a-t-il sur votre liste des choses les plus désirées ? La science semble montrer que, quand nous proscrivons un aliment, nous augmentons le désir. Est-ce vrai dans votre cas ? Avez-vous jamais essayé de perdre du poids en éliminant un groupe d'aliments ou quelque chose que vous aimez particulièrement ? Si c'est le cas, combien de temps cela a-t-il duré ? Et comment cela s'est-il terminé ? Avez-vous quelque chose sur votre liste des choses à ne pas manger en ce moment ? Si c'est le cas, dans quelle mesure le fait de prohiber un aliment a-t-il influencé votre envie irrésistible de consommer cet aliment ? Si vous n'êtes pas au régime, y a-t-il quelque chose que vous vous interdisez ? Cela a-t-il tué ou nourri votre désir ? Le pouvoir de l'acceptation. Que faire de nos pensées et de nos envies irrépressibles si ce n'est les repousser ? Peut-être devrait-on les accueillir. C'est en tout cas la conclusion d'une étude qui a porté sur une centaine d'étudiants à qui l'on a donné une boîte transparente de chocolat Hershey's Kisses qu'ils devaient garder constamment avec eux pendant 48 heures. Leur défi ? Ne manger ni un Hershey Kiss ni un autre chocolat. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricheurs, les expérimentateurs avaient habilement marqué chacun des Hershey Kisses de sorte qu'ils pourraient savoir si certains avaient été mangés et remplacés. Les étudiants n'avaient pas été livrés à eux-mêmes. Ils avaient simplement reçu des conseils sur la façon de faire face à leurs tentations. Certains étudiants devaient essayer de se distraire à chaque fois qu'ils auraient envie de manger un chocolat, et ils devaient aussi argumenter face aux pensées liées au chocolat. Par exemple, s'ils pensaient « ces chocolats ont l'air tellement bons, allez, j'en prends un, juste un ».
Il devait essayer de remplacer cette pensée par « tu n'as pas le droit de manger ces chocolats et tu n'en as pas besoin ». En d'autres termes, ces étudiants devaient faire exactement ce que la plupart d'entre nous font quand nous voulons contrôler notre esprit. D'autres étudiants ont eu une leçon du genre ours blanc. Les expérimentateurs leur ont expliqué le rebond ironique et ils les ont encouragés à ne pas repousser la pensée liée au chocolat. Ils devaient plutôt remarquer quand ils avaient très envie de chocolat, accepter cette idée ou tout sentiment qu'ils avaient à propos du chocolat, mais ils devaient aussi se rappeler qu'ils ne devaient pas agir en conséquence. Ils pouvaient ne pas contrôler leurs pensées, mais ils devaient toujours contrôler leur comportement. Au cours des 48 heures où leur volonté a été mise à l'épreuve, les étudiants qui ont abandonné le contrôle de leurs pensées sont également ceux qui ont eu le moins de fringales liées au chocolat. Il est intéressant de souligner que ceux que la stratégie d'acceptation a le plus aidé étaient les étudiants qui avaient d'ordinaire le moins de self-control vis-à-vis de la nourriture. Quand les étudiants qui luttaient le plus en temps normal contre leurs envies de nourriture essayaient de se distraire ou d'argumenter avec eux-mêmes, c'était une catastrophe. Mais quand ils abandonnaient la suppression de pensée, ils étaient moins tentés par les chocolats et moins stressés de devoir transporter avec eux une boîte de Kisses qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Le plus incroyable, c'est que pas un seul étudiant utilisant la stratégie d'acceptation n'a mangé de chocolat, alors qu'ils avaient la promesse de récompense sous leurs yeux pendant 2 jours d'affilée. Expérience de volonté. Acceptez vos envies irrésistibles, mais n'y succombez pas. Dans le cadre de l'étude sur les chocolats Hershey's Kisses, on a aidé des étudiants à faire face à leurs envies en leur expliquant l'effet rebond et en leur donnant des conseils en 4 étapes. Vous trouverez ces conseils ci-après. Chaque semaine, essayez de les appliquer à vos envies les plus irrésistibles, que ce soit manger du chocolat, boire des cappuccinos ou vérifier vos emails. Premièrement, remarquez que vous pensez à votre tentation ou que vous ressentez une envie irrépressible. Deuxièmement, acceptez cette pensée ou cette sensation sans immédiatement essayer de vous en distraire ou d'argumenter pour vous en détacher. Rappelez-vous l'effet rebond de l'ours blanc. Troisièmement, prenez du recul en vous rendant compte que vous ne pouvez pas toujours contrôler vos pensées et vos sensations, mais que vous pouvez choisir d'y succomber ou de ne pas y succomber. Quatrièmement, n'oubliez pas votre objectif. Rappelez-vous ce à quoi vous vous êtes engagé, comme les étudiants se rappelaient régulièrement qu'ils avaient accepté de ne pas manger de Hershey's Kisses.